Donc, la dernière fois, nous sommes séparés en fait euh, les, sur l'utilisation des grilles. Je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'on pouvait gérer en fait le responsive avec trois grands principes. Je vous avais parlé ici des médias fluides. Lorsqu'on parle de médias fluides, on voulait faire référence par exemple dans le cas des images. On pouvait par exemple redimensionner les images à travers les propriétés associées aux images. Par exemple, la propriété width avec les max width par exemple ou les min width pour définir les tailles soit minimales soit maximales. Et nous avons vu également qu'on pouvait utiliser des grilles fluides. Et lorsqu'on parlait de grilles fluides, cela voudrait dire qu'on devait définir des grilles, c'est-à-dire quoi, des divisions ou alors des grilles tout simplement, qui devaient être calculées de manière automatique avec notamment ici la propriété calque. Et on prenait ici l'utilisation des pourcentages en fait, les calculs avec la propriété CSS, la fonction CSS calque. Et le dernier grand principe qui est très utilisé actuellement, c'est ce que nous allons voir, c'est les media query. Alors on a dit quoi? C'était quoi les media query? Les media query, c'était simplement cela, une méthode qui permettait de sélectionner quel type de médias sur quels les règles CSS vont être appliquées. Donc les media query vont nous permettre de sélectionner cela, le type de média sur lequel un certain nombre de règles CSS que nous allons définir vont être appliquées. Par exemple, on prend toujours le cas des écrans et des imprimantes. Je vais vous expliquer ça la dernière fois. On peut définir un CSS qui va s'appliquer sur les écrans et on peut définir un CSS qui va s'appliquer sur les imprimantes, par exemple. Ça, c'est deux types d'écrans, c'est deux types de périphériques, en fait. On définit un CSS pour les écrans. Ça peut être un écran d'ordinateur, ça peut être un écran de téléviseur, ça peut être un téléphone portable, l'écran d'un téléphone. Et on peut définir pour les imprimantes, par exemple, lors de l'impression. Si vous voyez très bien, lorsque vous êtes sur un site web, parfois vous voulez faire une impression, ou bien parfois le concepteur du site web vous propose d'imprimer la page. Alors, ce qui se passe derrière, c'est qu'il a proposé ça. Et au niveau de l'impression, vous voyez souvent le contenu de papier que nous imprimons change en fait. Est-ce que vous remarquez souvent ça? Voilà, vous voyez que parfois vous allez voir une facture, on vous demande de cliquer pour imprimer la facture. Lorsque vous imprimez, vous voyez la couleur est noir sur blanc. Vous vous demandez que mais pourquoi la facture est noir sur blanc, pourtant dans la page web c'était en couleur. C'est justement parce qu'on a défini un style pour l'impression en fait. Ok. Donc ça c'est ce qu'on appelle dans les médias query. Et hier, lorsqu'on s'est séparés, je vais vous montrer un peu comment on pouvait déclarer les médias query dans un document CSS. Donc, pour faire appel aux médias query, ce qu'on fait, c'est quoi? On utilise la méthode arrobas média. Donc, en fait, la méthode arrobas média permet de faire quoi? C'est une règle CSS qui va nous permettre de définir les différentes règles qu'on veut appliquer suivant un type de périphérique. Donc là, par exemple, la syntaxe, c'est quoi? C'est arrobas média. On précise le type de périphérique. Ça peut être le type d'écran. Là, par exemple, il est précisé que ça, c'est un écran. Donc, à l'intérieur de cela, donc ça, c'est la syntaxe de base. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc à l'intérieur mettre toutes les règles CSS classiques que nous connaissons. On va pouvoir sélectionner peut-être la couleur. Lorsqu'on fait arrobas média, on va définir le type de média qu'on veut sélectionner en fait. C'est ce que j'ai dit tantôt. Donc lorsqu'on fait arrobas média, c'est la syntaxe. Après arrobas média, on va mettre, ça peut être soit le type de périphérique, soit ça peut être un écran. Donc si c'est un écran, on va mettre screen. Donc c'est la syntaxe. C'est screen. Si c'est une imprimante, on va mettre print. Donc ça, c'est la syntaxe que vous devez connaître. Maintenant, plus tard, nous allons voir d'autres mots-clés qui peuvent être utilisés à la place de screen et de print. Donc si je mets screen, ça veut dire quoi? Je sélectionne les écrans. Donc lorsque je suis un écran, il va dire que ça serait, le background sera 8. Lorsque je vais faire l'impression, il va dire quoi? Le background sera, je vais par exemple effacer tout dans la page. Il va dire background, je retire tout ce qui se trouve dans la page display. Non. Alors vous allez remarquer parfois sur certains sites, on interdit par exemple, il veut dire comment? Dans certains sites web, vous allez voir, on interdit l'impression. Comment ils le font souvent? Le plus souvent, ils font de telle sorte que lorsque vous voulez imprimer, on retire tous les éléments de la page. Bon, si vous êtes bien informaticien, vous allez savoir comment contrer cela.
mais on peut le faire. Donc, par exemple, là, j'ai dit quoi? Si l'utilisateur tente d'imprimer, alors ce que je fais, c'est que je retire tout le contenu de la page. Donc, je fais un display non au body. Si je fais un display non au body, ça veut dire quoi? Rien ne va s'afficher dans la page. Alors, on peut même tester ceci si vous voulez. Si on peut tester ça, vous allez voir, ça va s'appliquer exactement comme il dit. Alors, si nous venons là, nous ouvrons. Regardez par exemple, j'ai dit quoi? J'ai dit que si nous sommes sur un écran, alors le background est rouge. Voilà. Essayons d'imprimer pour voir ce qui se passe. Alors, pour imprimer, vous faites juste un contrôle P ou bien vous venez là. Il y a imprimé quelque part. Est-ce que vous voyez ce qui s'est passé? J'ai tenté d'imprimer. Étant donné que j'ai interdit, j'ai dit là que non, si on veut imprimer, il fait un display non. Donc, du coup, rien ne se passe. Alors, je peux changer, je peux mettre green là. Vous allez voir si j'enregistre, j'actualise, que je tente encore d'imprimer. Vous voyez très bien que j'ai changé. Là, il n'a pas pris la couleur. Pourquoi? Ah, désolé. La grande couleur plutôt. Là, si je tente d'imprimer là, vous voyez, le background change. Donc, vous voyez. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est qu'avec la règle arrobas média, ça va nous permettre de sélectionner les périphériques ou alors les écrans sur lesquels on va définir un certain nombre de règles. Par exemple, à partir de ça, vous allez définir un CSS pour peut-être le mobile, vous allez définir un CSS pour les imprimantes, vous allez utiliser un CSS pour les projecteurs. Oui, parce que souvent, vous allez voir dans les conférences, on fait des projections. Donc, c'est un projecteur qui est utilisé. Donc, vous pouvez définir un CSS si nous sommes sur les projecteurs. Si le site web est projeté, par exemple. Donc, vous retenez juste la syntaxe. Il y a d'abord l'arrobase média. On a le type d'écran ou bien le type de périphérique. Dans notre cas ici, là, nous avons fait appel au type de périphérique. À l'intérieur, on définit toutes les règles qu'on connaît. Donc, vous allez utiliser là, toutes les règles classiques que nous avons déjà utilisées. Et ça sera très facile pour vous. Donc, c'est pas compliqué. Donc, si je veux cibler les écrans, comme j'ai dit tantôt, on va le voir plus tard. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Alors, ce que vous devez comprendre également, c'est quoi? Vous pouvez par exemple également faire appel à des CSS en mode, par exemple, bon, ce que je vais dire, c'est simple. Est-ce que vous vous rappelez des méthodes qu'on avait utilisées pour faire appel au CSS dans une page? Est-ce que vous vous rappelez est-ce que vous vous rappelez des différentes méthodes qu'on avait utilisées? Exactement. Alors maintenant, avec les médias query, on va distinguer également plusieurs manières pour faire appel ici en fait aux médias query en fait dans une page HTML lors de sa création. Donc comment on peut déclarer donc ici là les CSS? Que de faire par exemple un style dans lequel on va faire appel à tous ces périphériques là. Vous pouvez définir par vous-même, vous pouvez déclarer vous-même différents styles en fait dans votre document HTML. Donc par exemple, vous faites un link, vous définissez quel type de média va s'appliquer à un style CSS en particulier. Donc je peux avoir un fichier CSS pour le mobile, je peux avoir un fichier CSS pour les tablettes, je peux avoir un fichier CSS également pour autre type de périphérique. Donc ce que je fais, c'est quoi? Il y a une autre méthode qui est utilisée. On va donc déclarer nos différents, je vais dire comment, nous allons déclarer nos différents styles dans le head de manière différente. Donc là, par exemple, ici, là, qu'est-ce que je fais? Il fait appel à mon style tout simplement parce que ici, là, j'ai directement fait appel soit au arrobas média avec print, soit avec screen. Alors, ce que je peux faire, c'est quoi? Je peux également faire une déclaration là de mon style et préciser le média en fait. Donc, la balise link avec pour elle style sheet peut également prendre pour attribut l'attribut média. Donc, vous pouvez dire par exemple que je peux préciser ici là média. Ça sera par exemple le style pour les médias, pour l'impression en fait. Donc si je dis média égale à prime ici, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'à ma page que dorénavant, lorsqu'on va vouloir faire l'impression, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas faire appel au CSS qui sera par exemple ici là, on va nommer ça par exemple style
.print.css. Il va directement comprendre en fait. Donc au lieu de venir par exemple ici, là, définir ça ainsi. Non, c'est une autre méthode. Non, c'est une autre méthode que je vous montre en fait. Regardez par exemple, au départ, ce qui se passe, c'est qu'au départ, j'ai une seule feuille de style en fait que j'appelle dans ma page que voici. Or, maintenant, dans ma feuille de style, qu'est-ce que je fais? Je définis toutes les règles que je veux. Donc, ça va s'exécuter de manière normale. Mais maintenant, ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? C'est que je peux décider que bon, je ne veux pas écrire tous ces styles-ci dans une même page. Donc, une autre méthode permet de faire quoi? De séparer les différents styles et de préciser cela dans lors de l'appel en fait. Donc, par exemple, là, il veut dire quoi? Lorsqu'on va faire appel à ma page pour l'impression, je vais appeler le style.print.css. Donc, je peux créer donc ce style-ci. Donc, ici, avec cette technique, ça veut dire quoi? Si je duplique ça, par exemple, vous pouvez dupliquer ceci. Donc, ceci est réservé juste peut-être pour les imprimantes. C'est une option, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de, Si vous voyez que ça. Je vais dire comment. Si vous voyez que cela. Ça dépend toujours de l'utilisateur. Si vous voyez que ça vous permet de. Je vais dire comment. Ça vous permet de bien structurer votre go. Exactement, c'est mieux selon vous. Donc, exactement. En fait, exactement, c'est toujours. En fait, c'est juste des méthodes qu'on vous montre en fait. Donc, mais il faut connaître, ça peut arriver. Par exemple, moi, par exemple, si je veux faire peut-être pour l'impression, je suis tout tenté de faire le fichier à part. Mais pour les autres types d'écran, le plus souvent, je le fais dans un seul fichier. Je n'ai pas besoin de déclarer plusieurs styles pour le faire. Par exemple, pour l'impression, je peux dire que bon, je ne veux pas le mélanger avec les autres. Donc, du coup, je vais créer un fichier à part juste pour l'impression. Donc, vous voyez, si je fais ça comme ça, je précise le média. Donc, ça veut dire quoi? Lorsqu'on sera en face de l'impression, il va faire appel plutôt à ce CSS-ci. Et maintenant, pour ceci, il peut également préciser le média pour dire quoi? Lorsque nous serons sur les écrans, alors fait appel à celui-ci. Et c'est tout. Vous mettez là, par exemple, screen. Et c'est terminé. Donc, une fois que vous faites ça, vous avez fait appel, en fait, soit au style web, au style pour les écrans et au style pour les imprimantes. Et chaque style sera appliqué en fonction de la situation, en fait. Et ça se passe également dans le head. Il faut bien préciser. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Avec la première ligne ci, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On importe une feuille de style qui ne va fonctionner que pour les écrans. Je vous ai cité tout à l'heure les types d'écran qu'on peut avoir. Et le deuxième style, qu'est-ce qu'il fait? Le deuxième style fait quoi? Il importe un style qui ne va fonctionner que pour l'impression. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, ça, c'est les types de médias. Donc, quand on dit screen, sprint, ce sont les types de médias qu'on peut utiliser. Et il y en a plusieurs, comme j'ai dit tantôt. Donc, je peux même directement vous citer les types de médias pour que vous ayez une idée là-dessus. Donc, je vais faire un commentaire. Je vais dire là les types de médias. Donc, comme type de médias, qu'est-ce qu'on peut avoir? Je vous ai cité deux. Parmi les types de médias, on a tout. Donc, on peut faire une sélection all. Vous pouvez utiliser le all pour dire que vous sélectionnez tous les médias, l'imprimante compris. Par défaut, on ne le précise pas parce que par défaut, ça sélectionne tous les écrans, tous les médias, autant pour moi. Ça, c'est clair. Exactement. À côté, on a aussi oral. Un type de média, il y a oral et speech. Lorsqu'on dit oral et speech, c'est pour les synthèses vocales. Exactement, c'est pour les synthèses vocales. Vous allez voir souvent dans les sites, il y a les pour ceux qui ne voient pas en fait. Lorsqu'on va faire par exemple l'accessibilité, on veut vous donner les documentations sur ce qu'on appelle l'accessibilité. C'est vrai qu'on va pas trop entrer en profondeur parce que ce sont des cours un peu théoriques. Lorsqu'on va vous donner en fait, je vais juste vous donner peut-être des documents dessus, vous allez lire pour vous acquérir de la situation. Parce qu'il y a des gens qui ne voient pas et le plus souvent, on parle des sites web accessibles.
Donc, il faut créer un site web qui soit accessible pour que même ceux qui ne voient pas puissent bénéficier de votre site web parce qu'il faut que, parce qu'ils ont des ordinateurs spécifiques qui vont lire vos pages web. Il faudrait que lorsqu'ils arrivent sur votre page web, vous l'avez rendu accessible aussi également aux non-voyants. On va en parler plus. Donc, c'est plus pour eux que on a le oral et speech. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les mobiles. Pour les mobiles, on appelle le handle. Le hand, bon, la prononciation, attendez, j'écris hand. C'est le handheld. Ça, c'est pour les mobiles. Je vais mettre entre parenthèses pour que vous retrouvez. Ça, c'est pour le mobile. Pour le vocal. Bon, all, c'est pour tous les écrans, comme je dis tantôt. Et ça, c'est bon jusqu'ici. On a les imprimantes, comme je dis tantôt. Et on a les écrans. Les écrans d'ordinateur, par exemple. Ou tout simplement les écrans plats. Exactement. Donc, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir cibler les éléments qu'on veut, en fait. Donc, lorsqu'on dit, par exemple, screen, en fait, je vais vous montrer, on peut cibler et un screen et un mobile. Mais il y a une méthode pour le faire. Je vais vous montrer ça lorsqu'on va avancer. Donc, et ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Il est possible de cibler à la fois un écran et, par exemple, un mobile et définir peut-être les tailles précises. Et c'est la raison pour laquelle en CSS, il y a ce qu'on appelle, il y a les mots-clés qu'on va utiliser parfois. Ce sera par exemple il y aura le and, il y aura le only, il y aura le not. Ça, c'est les mots-clés qu'on va utiliser parfois pour exclure certains éléments. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? On peut également agir sur un seul élément, comme je dis tantôt, ou bien sur plusieurs médias, ou d'en exclure certains. Le and sera pour faire quoi? C'est pour faire agir plusieurs éléments. Et c'est clair. Only, c'est pour inclure, réserver un seul média, et not pour ne pas inclure un certain média en fait. Un exemple très simple qu'on peut voir, c'est que si on veut par exemple cibler les écrans qui font 450 pixels, par exemple, je vais cibler les écrans qui font 450 pixels, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, exactement, on peut faire juste un only et ça marche. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser une règle CSS soit pour dire quoi? Si c'est 450 uniquement, il faut bien préciser. Parce que si vous dites 450, maintenant, ce qui va se passer, c'est que ça ne va pas vraiment cibler uniquement 450. Ce qu'on fait le plus souvent, c'est quoi? Ça veut dire quoi? 450 là constitue la taille maximale. Je vais cibler par exemple un écran qui font. Bon, ce que j'ai dit n'était pas correct. Exemple simple, on veut cibler. Exemple, il faut que j'écrive pour que vous puissiez comprendre. Par exemple, je vais cibler les écrans en fait qui font moins de 450 pixels. C'est ce que je voulais dire. Alors, je vais cibler les écrans qui font moins de 450 pixels. Si je vais cibler les pixels qui font moins de 450 pixels, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que je vais cibler les écrans dont la taille maximale. Voilà. On a dit les écrans qui font moins de 400 pixels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la taille maximale est inférieure à 400. Ou bien la taille maximale, c'est 400 en fait. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il y a ce qu'on appelle, on va utiliser ce qu'on appelle la règle max width. Donc, je vais cibler les écrans qui font moins de 400 pixels. Qu'est-ce que je dois faire? Je fais arrobase média. Une fois que je fais arrobase média, je dis que je vais cibler un écran. Et quel type d'écran? Donc, je vais faire quoi? Je vais faire un ciblage. Qu'est-ce qu'il dit tout à l'heure? Il est possible d'agir sur un ou plusieurs médias. Je vais agir sur plusieurs médias.
Premièrement, je vais cibler les écrans AN. C'est-à-dire quoi? Je précise l'écran que je vais cibler. Donc, par exemple, la taille, qui est le mint. La min width est égal à quoi? Voilà, syntaxe 450 pixels. En faisant ça, donc, je cible donc tous les écrans qui ont moins de 450 pixels. C'est ça que vous allez le plus souvent utiliser pour gérer le responsive. Parfois, un bloc sera de 500 pixels sur ordinateur. Or, sur mobile, il faudra le faire revenir à la ligne. Donc, du coup, vous allez essayer de définir soit les tailles, soit en utilisant les grilles fluides, soit en utilisant les médias query. J'espère que vous essayez de comprendre d'où nous allons. Donc là, par exemple, je suppose que dans ma dit, j'avais un main. Donc, ce qu'il doit faire, c'est quoi? Je vais définir juste le max width. J'espère que vous comprenez. 750 pixels. Et bon, on peut avoir un padding qui va agir directement sur lui. Bon, on peut mettre peut-être 15 pixels et ça va. Donc, vous voyez, ça m'a permis de faire quoi? De cibler les écrans qui ont moins de 450 pixels. Et sur ces écrans-là, qu'est-ce que je fais? Je donne un max width de 750 et un padding de 15 pixels. C'est ça quoi nous permet de faire les médias curieux en fait. Est-ce que ici c'est bon pour vous? Ok. Donc, exactement. Donc, également dans le fichier en tête, vous pouvez également faire écrire un CSS en fait qui va permettre de cibler uniquement, en fait, je vais dire quoi, uniquement des écrans précis. Tout comme on l'avait dit, screen, sprint, on peut également faire. Qu'est-ce qu'on peut faire également? On peut faire également screen, on peut également composer ce que nous avons fait ici là. On peut faire screen, la même chose que nous avons fait ici là. Tout comme nous avons fait pour le screen et le print. La même chose, on va pouvoir le faire également ici. Donc, la même chose, vous pouvez le faire ici. Il dit par exemple que ça, c'est le CSS pour qui? Par exemple, comme on avait dit print, on va dire peut-être 450. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est la même chose. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait sélectionner plusieurs médias. C'est le cas. Et maintenant, et je vous ai dit également que on peut combiner en fait plusieurs. Comment on peut agir sur un ou plusieurs à la fois, plusieurs médias et exclure plusieurs ou un. Donc c'est la même chose. On peut faire la même chose également. Là c'est bon pour vous. Donc, vous voyez c'est pas compliqué à comprendre. Donc il faut retenir ça. Donc ce que je disais tantôt, il n'y a pas de méthode préférable. Donc moi je vais juste vous conseiller de faire ça dans un même fichier et de commenter juste votre fichier. Donc il n'y a pas de méthode préférable en fait pour réaliser cela. Toutes les méthodes, tous les choix que vous allez faire sont bons. Donc, ça va dépendre de vous en fait. Donc, il n'y a pas de choix. Le tout, c'est seulement de bien structurer votre code, quoi. Donc, vous allez voir, certains vont vous dire qu'ils préfèrent utiliser plusieurs CSS afin de simplifier en fait l'écriture. Bon, c'est pas que c'est pas bon, c'est une préférence qui vient de vous. Mais pour moi, en fait, je préfère faire un seul fichier pour éviter de faire plusieurs inclusions qui, pour moi, ne sont pas assez en fait, ce n'est pas important en fait. Ce n'est pas de la programmation, donc du coup, il y a pas trop d'impact quoi. Donc, du coup, j'ai dit tantôt que ça dépend de celui qui intègre. Si vous allez par exemple sur Amazon, c'est très simple. Vous allez voir comment ils ont fait le CSS. Vous avez accès au HTML, CSS de tous les sites web. Mais attention, les CSS HTML, CSS que vous voyez sont les HTML qui sont générés. Donc du coup, ce n'est pas exactement ce qui a été codé. Si c'est pas sur leur page, par exemple, vous allez voir, ils ont ici là quoi. Si jamais ils ont mis CSS, vous voyez là par exemple le style. Vous voyez par exemple ici là, eux ils ont un style qu'ils ont mis directement dans la page. Vous voyez que ça dépend du concepteur. Vous voyez, ils ont les styles partout là dans la page. Vous voyez déjà que vous voyez, c'est pas parce que ils sont un grand, une grande organisation qu'ils vont pas mettre en fait le CSS n'importe où. Regardez par exemple ici là, voici le fichier CSS de base. Ils ont un seul. Le voici, ils ont mis ça dans un seul fichier. Et les autres sont peut-être juste des CSS complémentaires qui sont venus s'ajouter, quoi. Est-ce qu'on se comprend? Donc, vous voyez que eux, à la base, ils ont un seul fichier CSS que voici.
Voilà le fichier CSS de base. Et maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'à chaque fois, forcément, ils ont des CSS ils vont rajouter. Aussi, ce que je vois ici, c'est qu'ils chargent plusieurs CSS. Tout le CSS directement. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a. En fait, ce que vous voyez ici, c'est parce que ça se passe comme ça parce qu'ils ont utilisé des frameworks. Donc, normalement, ce n'est pas comme ça. C'est le framework qui a généré ceci, en fait. Quand vous utilisez les frameworks front-end, en fait, le plus souvent, vous écrivez des CSS à part pour chaque composant. Parce que lorsque vous êtes dans un site web, par exemple, les éléments du site web sont créés par composants. Par exemple, il y a un composant qui va gérer cette ligne-ci. Il y a un composant qui va gérer cette ligne-ci. Il y a un composant qui va gérer cette ligne-ci. Et pour chaque composant, vous créez son CSS dans des fichiers différents. Comme ça que les frameworks fonctionnent. À l'instar, par exemple, de Angular. C'est à la fin que le compilateur qui compile votre code front-end, c'est à la fin qu'il va donc générer, comme pour eux ici, là. C'est à la fin qu'il génère ce fichier-ci que vous voyez. Tous ces fichiers que vous voyez ici. Donc ce n'est pas eux qui ont fait ça comme ça, mais c'est le framework PADE qui a fait ça. Et si vous regardez par exemple ici, vous allez voir peut-être qu'ils utilisent tel ou tel autre framework. Bon, le plus souvent, ils cachent cela, mais bon. Donc, en fait, c'est possible de voir si quelle est la technologie qu'ils ont utilisée pour voir. Bon, eux, ils ont caché un peu. Mais sur d'autres sites, c'est facile, vous pouvez le voir. Vous pouvez voir les technologies qui ont été utilisées pour créer le site web en question. Vous dites, oui, non pas. En fait, le plus souvent, d'autres cachent pour éviter, par exemple, les hackers de connaître quelle technologie utiliser pour pouvoir peut-être le pirater, quoi. Or, si d'autres ne vont pas cacher, je prends par exemple, je sais pas si FNAC par exemple, nous allons sur la FNAC, je sais pas si eux c'est caché, je pense que c'est, oui c'est connu. Moi ici également c'est pas très visible, même pas tout. Voilà, là par exemple on peut voir ce qu'ils ont utilisé. Ils ont utilisé par exemple là du Bootstrap. Bootstrap c'est un framework CSS. Eux par exemple ils ont utilisé du Bootstrap. Ici vous regardez le code par exemple, vous allez voir, vous allez remarquer directement qu'ils ont utilisé du code Bootstrap. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que même si vous utilisez un framework CSS, forcément, vous allez définir vos propres styles. Si vous venez par exemple dans les styles, vous allez voir qu'ils ont défini leur propre style, en plus de définir celui de FNAC. Angular et Bootstrap sont. Bon, lorsqu'on dit framework, le plus souvent on dit en fait, en CSS, on a plutôt des librairies, on ne peut pas les appeler framework. On dit framework entre guillemets en fait. Parce qu'un framework, c'est quelque chose qui a une certaine architecture. Mais, mais par abus de langage, on va dire que Bootstrap, c'est un framework, mais son vrai nom, c'est une librairie en fait. Parce qu'il vient juste nous permettre d'utiliser de manière simple juste des classes qui ont été prédéfinies. Or, un framework, lui, il est un peu différent. Parce qu'un framework, lui, vient avec une architecture. Le framework, par exemple, JavaScript, Angular, lui, il va vous permettre de faire quoi? Il va vous permettre d'avoir une certaine architecture. Comment vous allez organiser votre projet. Vous voyez, il y a une certaine architecture d'abord du projet front-end, la partie front-end de votre application qui va vous permettre de faire, organiser les dossiers. Comment est-ce que vous allez organiser les dossiers? Comment sera structuré chaque page, et ainsi de suite. Vous voyez que c'est un peu différent avec la librairie qui lui vient juste vous permettre de ne plus écrire du CSS. Donc vous faites juste appel à un CSS qui existait déjà. En fait, il y a plusieurs choses. On va le voir si on arrive dessus. Quoi. Vous dites, oui, on va le voir pendant notre cours. Donc, on va voir Angular qui est un framework de Google qui permet de créer des applications web. Et on va voir également Bootstrap. Si vous pouvez voir également déjà ici pour avoir une idée. On va voir également Bootstrap qui est une librairie, si on peut dire comme ça, une librairie CSS. Bon, je ne sais pas si vous comprenez d'abord déjà la différence qu'il y a pu vous faire ici là. Parce que c'est pas abus de langage en fait quand on dit Bootstrap. Quand on dit que Bootstrap, c'est un framework. Normalement, son vrai nom, c'est librairie en fait. Vous voyez, là, c'est une librairie. Librairie, pourquoi? Parce que qu'est-ce que lui fait en fait? Lui, il a défini un tas de styles qui vous permet de faire un certain nombre de choses. Par exemple, vous voulez faire un bouton. Il a déjà créé des styles qui vous permettent de faire un bouton. Donc, il vous permet d'embellir votre bouton. Ce que vous faites, c'est quoi? Vous venez juste prendre la classe, vous utilisez. Donc, il vous propose quoi? Il vous propose ici là un fichier CSS
qui ont déjà des styles prédéfinis en fait. Vous voulez styler un bouton, vous voulez faire un menu déroulant, ils ont déjà prévu quelque chose pour faire un menu déroulant, ainsi de suite. Donc c'est ce que lui fait en fait. Est-ce qu'on se comprend jusqu'ici? Ok. Oui, on peut résumer ça comme ça. Le framework, lui, il suit une certaine architecture. Donc, on va prendre par exemple Angular, qui est un framework. Lui, qu'est-ce qu'il va permettre de faire? Il va vous permettre d'avoir de structurer votre site. Vous voyez, dans les sites web, souvent, on a ce qu'on appelle les routeurs, le routage qui est utilisé. Il va permettre de gérer, par exemple, le routage, organiser votre projet ou alors une page web. Ce qu'on appelle ici là, les composants. Il va vous permettre de créer ce qu'on appelle des services. En fait, il y a un tas de choses. Je ne peux pas vous citer tout ça parce que vous n'allez pas comprendre. Lorsqu'on sera sur le cours consacré ici là à Angular, vous allez bien comprendre ce que c'est, tout ce qui est cité là par exemple. C'est quoi une architecture? Il y a d'abord ce qu'on appelle en informatique, il y a ce qu'on appelle les architectures logicielles. On va voir les architectures par exemple quand on sera sur Java EE. On va parler de l'architecture MVC, une manière d'organiser son code. Vous allez voir que avec le front-end, on a une architecture. Avec le back-end, on a une architecture. L'architecture permet donc d'organiser bien son code. Vous allez souvent entendre parler de l'architecture, par exemple, MVC, qui est souvent utilisée en back-end. Et en Angular, on a également des architectures qui sont utilisées pour pouvoir structurer le code front-end. En fait, tout ça, c'est l'organisation en fait, du code. C'est pour organiser le code que les frameworks sont nés. On les libérés, vous viennent déjà avec un ensemble de choses déjà faites que vous appelez juste. Et la différence qu'il faut également noter, c'est que le framework vous facilite par exemple la tâche. Parce que le framework, ce qu'il fait, c'est que il prévoit déjà par exemple certaines choses que vous n'allez plus faire. Par exemple, le contrôle des formulaires, un ensemble de choses. Il vous permet de faire ces vérifications-là. Donc, vous voyez que le framework, lui, est plus centré côté fonctionnalité. Or, la librairie vous permet de faire quelque chose que vous pouvez faire vous-même en déclarant les styles si nous sommes en CSS, par exemple. Ok, donc ce qu'on va essayer de faire, c'est on va essayer de définir un peu. Euh, enfin, je vais essayer de vous montrer un peu comment on peut utiliser un fichier CS, les media query de manière concrète. Donc là, je vais quitter là avec mon seul fichier de départ pour qu'on puisse essayer de voir un peu l'utilisation des media query. Donc là, je ne précise pas, je vais utiliser mon fichier de départ pour travailler. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va définir. On va définir là, par exemple, dans notre body, on a par exemple un titre. On va faire là, par exemple, un H1. Bon, considère que nous sommes dans le main. On va faire un H1. Il dit quoi? Titre principal, comme toujours. Après, qu'est-ce qu'on fait? On fait H2. Donc ça, je prépare un code CSS qu'on va utiliser pour faire pour appliquer les media query en fait. On va utiliser par exemple un H3 dit sous-titre. Donc là, il peut avoir un paragraphe et à l'intérieur, je mets un test générique. Là, je vais faire un lorem ipsum. Ce sont des tests génériques que vous pouvez utiliser lorsque vous travaillez parfois. Ok. Voilà mon C. D'accord. Ok, ce que tu es en train de dire, on va donc essayer de définir un peu comment on peut utiliser les, les médias query. C'était l'objectif de ce petit TTP. Donc, j'ai à définir, nous avons défini donc là notre fichier HTML. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on va utiliser un peu les médias query pour pouvoir faire un peu quelque chose, quoi. Alors, premièrement, ce qu'on veut faire, c'est quoi? Au niveau du style,
On commence d'abord par... J'espère qu'il n'y a pas de problème là. Je vais commenter tout ceci, c'est juste pour vous faire comprendre un peu. Ok, donc je commence là. Je sélectionne d'abord mon body. C'est la balise body. Et je vais ici là préciser quoi? Un background color par exemple. Je vais définir là un background color. Yes. Un blanc un peu cassé. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais définir donc des media query pour deux types d'écran. Le premier ayant une taille avec un min width et un min width en fait. Donc pour dire quoi? Si je suis sur des écrans dont la taille minimale est de 225 pixels, qu'est-ce que je fais? Et si je suis sur un écran dont la taille minimale est de 500 pixels par exemple, qu'est-ce que je fais? Lorsque je dis taille minimale, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire que l'écran, la taille de l'écran dépasse cette taille-là. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, qu'est-ce que je fais par exemple? Oui, là-bas, si vous faites référence là, par exemple, à un intervalle. Donc là, par exemple, je suis en train de définir une règle CSS qui va s'appliquer pour les écrans dont la taille minimale sera de 225 pixels. Donc, à partir de 225 pixels jusqu'à la fin, toutes les règles CSS qui seront définies là vont s'appliquer à cet élément-là. À mon body, par exemple. Donc, par exemple, je peux déclarer la body, donc il applique cette règle ici. Au body, par exemple, je vais dire par exemple que le body sera comment? Le body aura un background color. Il va changer le background color, par exemple, à... On va tout aller sur du noir. On tend vers le jaune. Ok. Donc, quand je serai sur un écran dont la taille minimale est ceci, alors ceci va s'appliquer. De plus, maintenant, bon, je peux juste dupliquer ça pour ne pas être passer le temps. Quand je serai sur un écran dont la taille minimale sera par exemple là de... Je vais prendre par exemple 500. Donc là, c'est 155. Qu'est-ce qu'on aura? On aura dans ceci. Je vais définir autant de styles que je veux. Et on va essayer de voir un peu ce qu'on appelle les breakpoints. Nous allons voir comment le changement va s'effectuer en fait. Je vais montrer cela. Je vais encore dupliquer ceci là deux fois. Je peux dupliquer directement fois 2. Je vais juste modifier. Donc je prends encore un écran de la taille minimale. Je prends. Il est en train de dire que je duplique juste. Donc je n'ai rien dit de plus. Donc je suis en train de définir. Oui, j'ai dit ceci. Je suis en train de définir des règles média query qui vont s'appliquer sur différents types d'écrans. Et je vais vous montrer comment on va voir le changement qui va s'effectuer lorsqu'il y aura changement de dimension en fait. Puisqu'on travaille là sur les dimensions en pixels, les max, les widths en fait, les largeurs. En plus, quand la largeur va changer, il y aura un changement. Je vais vous montrer comment on va voir cela. Donc, je prends également je vais définir également une règle Media Query pour un écran dont la taille minimale, pour les écrans en fait, dont la taille minimale sera de 755. Si nous sommes sur un écran dont la taille minimale est de 755, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner par exemple là, on va partir au jaune concrètement. On peut mettre la yellow. Et si nous sommes sur un écran dont la taille minimale est par exemple de 955, qu'est-ce qu'on fait? On définit par exemple là à... Bon, on peut mettre ceci là à red pour voir également le changement. Alors pour vérifier nos media query, en fait pour vérifier si nos media query fonctionnent, c'est très simple. On va juste aller dans notre navigateur, on va actualiser. On revient là, on va actualiser. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de réduire ça comme ça. Vous voyez? Là, il a dit qu'on commençait à combien?
deux- voilà, bon, d'office, ici, là, c'est déjà le cas. Là, je n'ai pas, ici, je peux prendre je n'ai pas modifié une couleur ici. Il peut prendre le bleu ici pour qu'on puisse voir le changement. J'espère que je n'ai pas les mêmes couleurs. Ok, je n'ai pas les mêmes couleurs. Donc là, ici, à 255, vous voyez, vous voyez. Donc, quand il y a changement, automatiquement, la règle CSS adéquate s'applique. Vous voyez que c'est assez simple. Donc, vous voyez, lorsque je réduis mon navigateur et que j'augmente progressivement, là, vous voyez, on a le changement en fait. Est-ce que vous voyez? Exactement. Oui, exactement. Le navigateur propose tout cela. Vous allez venir directement dans le navigateur. Soit vous faites un F12. Donc, je vais faire F12. Ça, on se comprend. Donc, si par exemple, vous faites un clic, vous faites clic droit dans votre page, vous faites inspecter. Lorsque vous faites inspecter, vous allez cliquer ici en fait. Regardez ça, le symbole ici, avec un ordinateur, avec un téléphone et une tablette. Par défaut, c'est ici en fait. Par défaut, c'est ça. Si vous n'avez jamais fait, par défaut, ça sera ça. Mais vous allez cliquer plutôt ici. Alors, lorsque vous avez cliqué, qu'est-ce qui se passe? Vous avez les dimensions. Vous dites, regardez à ce niveau, mon curseur est tout à gauche, à droite, à gauche, pardon. En bas, à gauche. Vous voyez? En fait, le raccourci, c'est F12. Vous appuyez juste sur votre touche F12 une fois dans le navigateur. Tout dans le navigateur, ça fonctionne. Alors, une fois que je suis là, il peut voir le changement, en fait. Non, non, ah oui, c'est sur Windows. Non, la touche doit être multifonctionnelle. Vérifiez bien. La touche doit être multifonction. Non, à part le son, est-ce qu'il n'y a pas un autre symbole dessus? Forcément. Non, le son doit être la deuxième. Il doit avoir une touche secondaire. Chez moi, par exemple, ce n'est pas F12 directement. J'appuie d'abord la touche de fonction et avant d'appuyer dessus. C'est simple. Faites juste un clic droit, vous allez sur inspecter. Tout à gauche, vous allez voir le symbole d'un ordinateur, d'une tablette avec un petit téléphone. Donc, une fois que vous êtes là-bas, vous pouvez directement, vous pouvez avoir ça. Donc, si je passe sur les dimensions, réactivité, qu'est-ce que je peux faire? Je peux donc redimensionner. À chaque fois, je vois les dimensions. Je peux voir les dimensions. Voilà, je quitte de là à 117 fois 700. Donc, si mon client me dit par exemple que j'ai un problème lorsque je suis sur l'écran, oui. S'il me dit qu'il y a un problème à 600 fois 600, alors je m'en vais à 600. À la largeur 600, je vérifie s'il y a comme problème et je règle ce problème à la dimension là. C'est comme ça que ça se passe en fait. Est-ce que vous voyez? Ok. Donc, c'est assez simple. Il y a rien de compliqué si on peut dire comme ça. Donc, au fur et à mesure qu'on élargit, vous voyez très bien que les dimensions changent plus haut là-bas. Et vous voyez que mon écran, par exemple, dans mon cas, il se limite à 2933. Mais le plus souvent, on gère juste les écrans jusqu'à peut-être à 1080 parce qu'on sait que c'est ces écrans-là qui peuvent avoir des problèmes. Et le plus, c'est les téléphones. Vous savez, de nos jours, c'est plus les téléphones qui sont utilisés. Donc, on met beaucoup plus d'accent sur les mobiles. On appelle ça le mobile first.
Et également, lorsque vous faites par exemple les media queries, il faut faire attention au conflit. Si par exemple vous indiquez, je vais prendre un exemple très simple. Vous avez indiqué par exemple une couleur de fond différente dans une taille minimum, mais, mais maximum, par exemple, je vais prendre par exemple je vais prendre un exemple très simple pour qu'on puisse bien voir. Donc par exemple, je reviens là ici. Qu'est-ce que j'ai? Alors à 300, si je peux faire ça. Bon, je peux commenter ceci pour qu'on puisse aller dans des. Bon, là j'avais pris 255. Bon, c'est très petit, on ne voyait pas bien les changements. Donc je suis là. Après, je suis ici. Après, je suis ici. Alors, ce qu'il veut faire, c'est que je vais faire un autre style. Il va ajouter un autre style pour qu'on essaie de voir un peu ce qu'on appelle les conflits. Et il faut faire attention à ça. Alors, ce qui se passe, c'est que je veux définir maintenant là un une règle qui va s'appliquer sur les écrans dont la taille maximale sera par exemple 1005 pixels. Alors, directement, vous devez comprendre qu'il y aura un conflit. Pourquoi il y aura un conflit? Non. Nous avons bien fait les propriétés max 8 et min 8, non? Max 8, c'est pour dire que la largeur maximale. Quand on dit largeur maximale, ça veut dire que c'est c'est la largeur maximale que peut avoir le conteneur. Quand on dit min, ça veut dire que c'est le minimum que le conteneur peut faire. Max, c'est le maximum que le conteneur peut faire en fait. Donc ça arrête directement à 1005 par exemple. Donc par exemple là, je vais prendre une couleur par exemple de sky blue. J'aime bien ça. Alors qu'est-ce que je suis en train de faire? Il y a un conflit en fait. Il y a un conflit. Exactement. À partir du bas, j'ai défini des trucs. Et à la fin, je viens encore là dire que lorsque la taille, si j'ai sur un écran, la taille maximale, c'est de 1005. Je fais ceci donc. Ça veut dire que tout ceci n'auront plus presque d'effet. Parce que mon écran déjà a une taille qui est assez grande. Donc, il y a un conflit en fait. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un conflit. Il ne sait pas quoi faire. Et alors, regardez ce qui va se passer. Voilà. C'est justement parce que il y a le conflit. Il dit, non, il respecte. Qu'est-ce qu'on a dit? Pour les, non, il respecte. Regardez très bien. On a dit quoi? Pour les écrans dont la taille maximale est de 1005, alors applique ceci. C'est très simple. Ça veut dire quoi? Si nous sommes sur un écran dont la taille maximale est de 1005, alors ce sera du bleu. Revenons à l'application. Regardez là, je suis à 2400. Ma taille maximale n'est pas de 1005. Regardez si je viens modifier à 1005 là. Alors dès que je vais commencer à descendre légèrement, il va changer. La taille maximale 1005. Donc, c'est une marque, donc, il s'applique à partir de inférieur à 1005. Donc, déjà à 1004,99, il commence à s'appliquer pour descendre jusqu'au début, en fait. Vous voyez, il ne tient plus compte des autres parce qu'il y a un conflit. Et quand il y a un conflit, c'est la dernière règle qui est appliquée. Ouais, oui, ouais, mhm. Oui, ouais. Non, dans ce cas, avec ce qui a été défini, il y aura conflit. Dans ce cas, tant que je ne retire pas ceci, il y aura conflit.
Parce que celui-ci, ça c'est une règle générale qui va s'appliquer à tous les écrans. Non, si vous voulez faire comme vous dites là, il va falloir annuler ceci. S'il y a toujours celui-ci, il ne va pas s'appliquer. Raison pour laquelle on demande les règles ajoutées. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? La règle ajoutée arrivant ici là en dernier est surchargée. Elle surcharge les autres en fait. Bon, j'ai l'impression que je ne comprends pas bien ce que vous êtes en train de demander. Parce que regardez, lorsqu'on veut faire, lorsqu'on veut faire, faire les médias courants en fait sur un site web, la première des choses qu'on fait, c'est que on définit nos breakpoints. La première chose à faire, définir ce qu'on appelle des breakpoints. Donc, quels sont les points de rupture de mon design? Une fois que vous avez défini ce point de rupture, avant que vous veniez définir vos règles CSS en fait. Vous ne pouvez pas venir tout simplement à partir de ceci le faire parce qu'on peut avoir des conflits. Donc, sûrement, ce que vous êtes en train de dire, c'est que si je veux partir de ceci pour faire autre chose, il faudra bien quoi? Il faudra bien que j'essaye je vais dire ça comment? Il faudra que j'essaye de regarder si, est-ce qu'en ajoutant une règle, je suis parti de créer un conflit ou pas. Ça se comprend. La première chose, c'est de définir les points. Bien sûr, si nous sommes sur les écrans, forcément, ça va créer un conflit. Puisque le mobile également, en fait, en fait, le plus souvent, on ne peut pas définir des règles sur les mêmes trucs, deux trucs différents sur la même règle. Parce qu'on sait qu'on on accède grâce aux écrans. Les mobiles sont vus comme des écrans, en fait. C'est juste qu'on sait qu'on connaît sa taille, la taille, en fait, d'un écran, d'un mobile. Or, maintenant, de nos jours, on sait que les mobiles ont tellement de types de dimensions. Donc, du coup, se limiter juste au mobile ne sera plus un plus. C'est pour ça que vous allez voir, dans la majorité des codes existants, ou bien dans la majorité des frameworks, des librairies CSS, on va toujours définir nous-mêmes nos breakpoints. On ne va pas se limiter quand on est sur mobile. C'est nous qui allons définir quand est-ce qu'on est sur mobile. En définissant ici là les largeurs que l'on veut. En fait, dans la pratique, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va même pas mettre screen. Et on va le voir par la suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur un mobile, de nos jours, on sait que le mobile, c'est toujours un écran, en fait, un type d'écran. Sur mobile veut dire qu'on est sur téléphone, et c'est une dimension, donc du coup, on peut le prendre directement en utilisant les Ming Rift. Et ça, on se comprend. Est-ce que jusqu'ici, on se comprend? Si on te dit ceci, lorsque vous serez sur mobile, en fait, lorsqu'on fait le responsive web design, il y a ce qu'on appelle la méthodologie mobile first. Qui veut dire quoi? Qu'on va créer, en créant un site web ou alors en intégrant un design, on part du principe que on commence d'abord à styler le mobile. Vous dites que la version mobile, pourquoi on commence par le mobile? Parce qu'on sait, de nos jours, les sites web sont plus, que ce soit les sites web ou bien les applications web, elles sont plus consultées à partir des mobiles, à partir des téléphones portables des utilisateurs. Raison pour laquelle on va toujours partir avec les règles CSS sur le mobile. Et maintenant, pour définir ces différentes règles CSS pour le mobile, le plus souvent, on va directement utiliser des dimensions. On ne va plus utiliser soit les screens, ou bien les hand help. On va juste définir des dimensions. Pourquoi on définit des dimensions? Parce que on ne peut pas se limiter quand on est sur mobile. Pourquoi? Parce que les mobiles, vous voyez, on a le Samsung, on va le voir, on va arriver. On ne peut pas définir, on ne peut pas se limiter juste au screen et au mobile. Pour le print, ça marche parce qu'on sait que c'est l'imprimante, il n'y a pas de dimension, c'est l'imprimante. On sait que c'est sur un papier, soit c'est A4, soit c'est A3 et on sait comment ça va sortir. Or, avec les mobiles, on ne sait pas la dimension, donc du coup, on ne peut pas se limiter à la dimension. Par exemple, là, que vous allez voir toujours, on va dire screen. Par exemple, pour les écrans, on va dire screen and mass width pour dire qu'on va sélectionner telle taille d'écran. On va tout sélectionner la taille de l'écran parce que les téléphones mobiles n'ont pas tous la même taille d'écran. Auparavant, c'était le cas.
les premiers sorties, par exemple, de smartphones avaient presque les mêmes dimensions. Du coup, presque tous les concepteurs utilisaient le mobile parce qu'on savait que dans ce mobile, on avait telle dimension peut-être qui était peut-être 720 et ça ne changeait pas. Mais de nos jours, ce n'est plus le cas. Vous voyez, il y a le Samsung qui sort, il a telle largeur, le prochain Samsung il a telle largeur, il y a les Samsung d'avant qui ont telle largeur, donc du coup on peut plus se limiter juste au mobile. On définit des tailles, on va définir des règles dessus en fait. Est-ce que ici c'est compréhensible? Donc, donc le plus souvent on va partir, en fait certains, bien parfois lorsqu'on crée des sites, on va toujours partir là sur une base de mobile. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va commencer à créer le site web, on va se cloîtrer là, que nous sommes en train de partir sur le mobile. Ça voudrait dire quoi? Lorsque je commence l'intégration de ma page, qu'est-ce que je fais? Je viens directement là. Donc, toutes les règles que je fais au départ, je le fais d'abord pour le mobile parce que je sais que le mobile est first. Donc, on appelle ça le mobile first. Mais c'est vrai que ça a des conséquences. Le plus souvent, on ne part pas comme ça. Le plus souvent, on commence pour les applications web. Le plus souvent, on va toujours commencer d'abord par l'écran et après, on va gérer le responsif. Notamment avec les nouvelles règles CSS3 qui sont venues, par exemple, le Flexbox, les grids. Ça fait qu'on n'a plus besoin de trop se casser la tête. Vous allez voir que avec les CSS grid ou alors avec les Flexbox, ça sera très facile pour vous de gérer les responsifs. Ce que vous allez faire, ça sera très simple. Vous allez par exemple dire que bon, j'avais un Flexbox. Bro, alors, sur mobile, qu'est-ce que je fais? Sur mobile, je transforme juste cela en colonne. Je diminue peut-être la taille des écritures. Terminé. On n'avait plus trop de problèmes en fait. Or, sur d'autres, lorsque ça n'existait pas en fait, il fallait à chaque fois cibler, définir par exemple des conteneurs que vous allez retirer par la suite. Définir des conteneurs, définir des. Avec les displays par exemple non, vous devez par exemple retirer par la suite. Or, avec le Flexbox et les grids, ça devient plus facile. Et vous allez voir. Par exemple, les extraits que je vous ai donnés, vous allez voir. Il y a beaucoup insisté dans la première partie. Je parle par exemple des. Vous allez voir, sur ces exercices, à chaque fois, il y a deux éléments, il y a deux grands dossiers. Il y a les exercices, j'appelle ça en autocorrection et les devoirs. En autocorrection, ce sont des exercices qui ont application, par exemple, au cours. Et qu'on pourra, par exemple, corriger pour que je vous montre des exemples de cours. Les devoirs, maintenant, c'est ce que vous allez faire par vous-même en utilisant déjà ce qu'on a déjà fait. Et vous allez découvrir, par exemple, que par exemple, sur la partie responsive, il y aura beaucoup d'exercices dans ce sens-là. J'espère que vous avez déjà jeté un coup d'œil sur ces exercices-là. Ok. Donc, en ce qui concerne dans le responsif, l'application, c'est quoi? La meilleure solution, c'est de faire quoi? C'est d'isoler les styles généraux. C'est ce qu'on va faire le plus souvent. On va essayer d'isoler les styles généraux de notre page des autres CSS en fait. Quand il dit style généraux, ça veut dire quoi? On va donc, pour pouvoir définir notre CSS, je vais prendre un exemple simple. Là, par exemple, il va toujours commenter ceci. Vous savez, lorsque vous allez réviser, vous allez juste venir décommenter pour éviter d'avoir plusieurs fichiers. Est-ce qu'on se comprend? Si je commente ça. Ok. On a dit que la meilleure solution lorsqu'on veut créer, lorsqu'on veut faire appliquer le responsive design, c'est de faire quoi? C'est d'essayer de créer, d'isoler les différents styles que nous avons. Donc, premièrement, on va d'abord définir d'une part les styles qui seront globaux, donc les styles qui vont s'appliquer à tout notre site web. Et après, on va commencer maintenant à appliquer les médias query sur ce qu'on veut, par exemple, soit modifier lorsqu'on est sur mobile ou bien modifier lorsqu'on est sur tablette. Donc, ce qu'il fait, il veut prendre un exemple très simple. J'ai une page et je vais la styler. Premièrement, qu'est-ce que je fais donc? je, Un exemple sera de faire quoi? D'isoler les styles généraux. Par exemple, dans une page, un style général peut être quoi? Ça peut être par exemple que tous les règles par exemple de reset qu'on a souvent. C'est que de manière générale, dans une page web, on veut annuler les marges. C'est ça qu'on appelle styles généraux. Vous savez d'office que sur tous les écrans, vous aurez les marges annulées. Ça,
Ça, c'est un style général, en fait. Donc, sur tous les types d'écran, j'aurai une marge de zéro. Sur tous les types d'écran, j'aurai un padding défini à zéro. Et il y a des CSS en ligne qui sont déjà faits, qui vous permettent de tout réinitialiser, en fait. Par exemple, le box, vous vous rappelez du box sizing. On va toujours réinitialiser le box sizing. Pourquoi? Pour éviter que lorsqu'on fait des bordures, ça puisse prendre à l'extérieur, etc. On va toujours. Lorsque nous sommes dans un site web, lorsqu'on crée un site, premièrement, on définit d'abord les styles globaux qu'on va isoler en fait de nos règles média query. Donc, et parmi les styles globaux qu'on crée souvent, il y a d'abord le margin, comme je dit tantôt, le padding et le box sizing. Après, il y a la globale qu'on va styler pour définir par exemple la taille de police, la font size, qui sera souvent de 100%. Voilà les choses qu'on définit le plus souvent. Par exemple, il y a souvent par exemple je peux définir par exemple dans mon fichier. Ouais. Il y a par exemple les divs qui vont me permettre d'englober par exemple des conteneurs qu'on peut définir. C'est un exemple. Juste un exemple de style global qui sont de vous donner là. J'ai par exemple un style wrapper qui va peut-être permettre d'englober un conteneur et j'ai défini par exemple sa taille maximale qui sera de combien? De 1220. Il définit par exemple sa taille qui sera de 1100, 1220. Une fois défini la taille, je peux définir également la margin du contenant en question qui sera de 00 et de auto. On peut définir également les paddings. Ça, c'est les titres globaux. Donc on peut définir tout ce qu'on veut. On peut définir un padding de 5%. On peut définir également la couleur de fond avec un background. Avec un background color. Par exemple, de oui, allô? Oui, c'est ce que je suis en train de dire en fait. Donc, on définit les styles généraux. Et c'est qu'on fait ce quoi? Par exemple, ici là, notre élément, s'il va prendre une certaine largeur. Et on a indiqué sa taille maximale. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ce qu'on peut faire maintenant, c'est que sur les écrans plus petits, par exemple sur un écran de 320 pixels, on peut vouloir changer la taille, par exemple, de celui-ci, de ce conteneur-ci. Et ça se comprend. Donc, pour cela, donc, on va donc définir des règles CSS pour le faire. Donc, je suppose, par exemple, que je vais revenir sur mon, sur mon code de la dernière fois, HTML, pour qu'on essaie de bien voir. Je vais prendre ça peut-être comme un article, pour qu'on soit un peu plus précis. Et avant quoi, je vais mettre la main, JS, oublié, ID. Ok, donc je vais styler ça pour qu'on puisse voir un peu comment ça se passe.
Donc, il peut également styler mon H1, le titre que j'avais en fait, pour qu'on puisse voir un peu comment on va donc gérer ça lorsqu'on sera sur mobile et autres. Donc, je peux définir une taille de. Je peux définir peut-être la marge. Oui, je peux définir marge. On va prendre l'image de 1 EM et de 0 sur les côtés. Ok, donc voilà ce que j'ai de manière globale. Il faut donc gérer. Donc, si nous allons actualiser, par exemple, là, je vais fermer ceci. Alors, de manière générale, voilà ce que nous avons. Bon, maintenant, si, lorsqu'on réduit, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est quoi? On peut donc faire un changement de WAP si lorsqu'on va faire lorsqu'on va peut-être réduire notre écran. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut définir, par exemple, on va modifier, par exemple, l'apparition de notre article à partir d'une certaine dimension. On peut prendre la dimension, par exemple, de 720 pixels. Par exemple, on sait qu'à 720, le plus souvent, 720, c'est la référence du mobile. Lorsque nous sommes à 720, les mobiles, le plus souvent, en fait, le plus souvent, les appareils, je dis quoi, les appareils assez grands commencent à 720. Donc, du coup, on prend toute la référence, là, parfois là-bas, pour faire les grands écrans. Donc, il peut faire arrobas media screen. Si j'ai un screen, donc, la min width est de quoi? Est de 700. Donc, il précise d'abord min width. Si j'ai un screen de la min width, désolé, on met 2 points, est de 720 pixels. Qu'est-ce que je fais? Par rapport à voir peu. On précise toujours, c'est juste une omission, désolé. Bon, ce qu'il peut faire, c'est là, il peut dupliquer mon article. Ok. Donc là, ici. Ok, j'ai ça. D'accord. Ok, j'ai bien défini article. Article margin de M0. En même temps, on peut voir la D. On peut également ici voir le changement. Il n'y a pas de souci. Ok, on va aller sur cette base ici. Donc, pour les écrans qui sont de 720 par exemple, quels sont les styles que je vais définir? À partir de 720, qu'est-ce que j'ai défini donc? Il peut donc dire qu'à partir de 720, mon wrap ici en fait, il peut changer comment il est. Parce que si vous regardez très bien, je suis en train de quitter là d'une version mobile ou une version grand écran. Donc, juste en train de dire ceci. Par exemple, de manière grand écran, j'aurai ceci toujours. Mais je veux faire un changement. Je veux que par défaut, ça cale comme ça. Mais lorsque je serai par exemple sur un min width de 720, que mon voix peut plus changer. Par exemple, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire appliquer par exemple un display qui sera par exemple flex. Est-ce que vous voyez un peu d'où je suis en train d'aller? J'applique un display flex, après faire un flex flow. J'espère que vous vous rappelez très bien de ces propriétés que nous avons parfaitement vues. Dans mon flex flow, je peux faire un wrap. Le flex flow, c'était quoi? C'était l'abréviation de le flex version, le flex wrap. La wrap. Non, on va parler de la row plutôt. On veut que ça soit affiché en ligne. Et qu'est-ce qu'on a par la suite? Un flex flow, un
dans la balise maintenant, on veut peut-être comment on va en fait comment on va maintenant comment sur cette dimension-ci en fait, on va pouvoir définir les articles. On peut dire par exemple, on peut changer par exemple les épaisseurs des articles sur cette dimension. Si on peut dire par exemple que les articles dorénavant auront un flex 1, 2, et on définit quoi? La dimension à 300 pixels. Bon, on peut laisser le margin. Oups, désolé, CTRL Z. Oh, comment vous vous rappelez pas? Ce sont les éléments que nous avons vus lorsqu'on était dans le CSS. Est-ce que vous avez révisé? Alors, la propriété flex permettait de faire quoi d'abord? Non, la propriété flex, j'ai dit la propriété flex. La flex, lorsqu'on disait flex, on n'a pas dit la propriété display. Donc, ça, c'est des trucs basiques en fait. Ça, c'est les éléments qu'on a besoin de. Alors, lorsqu'on avait dit que ça redimensionne, qu'est-ce qu'on avait dit que ça prend comme paramètre? Et les 16 unités là s'appliquent à qui? Enfin, moi, je veux. Exactement. Allô? C'est que la propriété, si en fait. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut réviser premièrement le flexbox. Parce qu'à travers ça, j'ai compris qu'on n'avait pas bien compris ce que nous avons fait. Est-ce que je vous avais donné des exercices dessus, je me rappelle bien. Ok. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que. Parce qu'on avait. Flex, c'était quoi? Il y avait, parmi les flexbox, on avait quoi? On avait le flex grow, le flex string et le flex basis. Ça se comprend. Alors, et le flex, c'était l'abréviation donc de quoi? Voilà, ça, quand je suis voilà, vous voyez très bien. C'était l'abréviation de Flex Bro, Flex String et Flex Basic. Et par rapport au Flex, le premier c'est quoi? C'est Flex Grow. Ça permettait de faire quoi? Ça permettait de définir la capacité d'un élément à s'étendre et à prendre de l'espace. Donc lorsqu'on définit par exemple 1, 2, 300, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire qu'on a dit que l'élément sera capable de faire quoi? De s'étendre avec tous les autres éléments du même conteneur. Par exemple, le même conteneur, c'est quoi? C'est le Flex Grow. Il va s'étendre avec tous les éléments du même conteneur. Il y aura donc une capacité de réduction de 2, qui est quoi? Le flex string. C'est la capacité de réduction. Si vous vous rappelez très bien, il avait montré, regardez encore le code qu'on avait fait, je vous avais montré en fait cela avec les grilles. Le flex, autant pour moi, le flex bro et le flex string. Et maintenant, on définit la taille qui sera donc de quoi? De 300. Ça veut dire quoi? Le flex basis. Donc, ça résume quoi? Le flex bro, le flex string et le flex basis. 300 pixels. Donc, il va prendre donc 300 pixels dans son conteneur. C'est très simple. Alors, si vous allez dans l'exercice que nous avons fait, en fait,
l'exemple que nous avons fait dans le cours, il y a cela en fait. Est-ce que c'est correct? Donc, n'hésitez pas à aller regarder encore. Si vous avez des questions, ou bien si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser. On peut réexpliquer sans problème. Est-ce que c'est clair pour vous à partir de ce que j'ai dit là? Ok. Donc, regardez ce qui se passe maintenant lorsque je vais donc essayer de réduire. Est-ce que vous constatez? Est-ce- Non, nous ne sommes pas derrière le problème. On regarde déjà qu'est-ce qui se passe à partir de ce que nous avons fait. Nous ne sommes pas en train de gérer déjà de manière globale, comme si c'est une page qui devait être publiée sur le web. Qu'est-ce que nous avons défini? Regardez ce que nous avons défini en fait. Nous avons défini quoi? Voilà. Ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est un peu comme si nous sommes partis avec les sites globaux qui vont s'appliquer au mobile. Raison pour laquelle tout à l'heure je vous parlais du mobile first. Mobile first voudrait dire quoi? Que premièrement, les sites globaux que l'on définit sont d'abord pour le mobile. C'est ce que j'ai fait. Or, maintenant, je ne veux plus faire ça pour le mobile directement. Donc, je vais préciser là, à partir de l'écran de 720, qu'est-ce que je veux? Mon seul truc que j'ai défini là, je fais telle chose. Et c'est ce que j'ai fait ici là. Maintenant, vous remarquez qu'à partir de certaines dimensions, on a un problème. Alors, quelles sont donc les dimensions à partir desquelles on a des problèmes? C'est la question que vous posez. Là, par exemple, je suis à. Alors, regardez, par exemple, lorsque je quitte là. Ok, tu vois, vous voyez que on peut dire que à partir de certaines dimensions, déjà à partir de 740 et quelque chose là. Ok, à partir de 700. Oui, ce n'est qu'une image. Oui, ce n'est qu'une image en fait. Ce n'était pas le but, l'objectif. L'objectif, c'était de voir comment on peut quitter d'un style global pour arriver à un style spécifique sur un certain écran. Sur une dimension définie d'un certain écran en fait. On sait très bien que pour avoir une bonne marge, là, il faut ajouter, il faut faire margin. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, il faut faire margin, soit un margin right, soit un margin. Ou bien on peut sélectionner tous les enfants et on les ajoute ici là, le margin, un margin left à celui-ci au deuxième, par exemple, au deuxième enfant. Ou bien margin right au premier enfant. Et ça, c'est clair. Donc, avec ça, vous voyez très bien qu'avec ça, on essaie un peu de définir quelque chose qui est assez palpable. Donc, avec tout ce qu'on a fait là, on peut pousser un peu la logique plus loin en utilisant par exemple les grilles responsives. Si vous regardez partout, je vais vous donner, je vais vous recommander d'aller regarder un peu euh, Bootstrap. Sur Bootstrap, vous allez voir par exemple comment eux ils ont défini les grilles. Parce qu'eux ils utilisent également les media query avec les grilles. Donc, ils commencent par quoi? Ils commencent d'abord par ce qu'on appelle les breakpoints, par définir les breakpoints. Une fois qu'ils ont défini les breakpoints, ils vont définir des styles en fonction de ces breakpoints là. Donc c'est assez simple. Donc on peut faire un exemple. Bon, je peux même vous montrer un peu un exemple. Bon. Parce que nous sommes presque à la fin, c'est pas assez compliqué. On va clôturer avec un dernier exemple. Donc c'est un peu comme un TP. On va donc clôturer avec ça. Je pense qu'en 30 minutes, on peut le terminer. Bon, même si on ne termine pas, je vais vous laisser le reste en devoir. Parce que je vais vous montrer comment on peut définir les grilles fluides et les associer cela au Media Query pour définir une page web.